William T, bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous, politologue, président du think tank gaulliste et indépendant Le Millénaire. Et je précise que vous êtes membre d'opposition d'hiver droite dans la ville de Châtillon. Là, ce qu'on a entendu, c'est quoi? C'est du bon sens de dire à un moment donné, elle ne fera pas campagne sous bracelet électronique, déjà pour l'image que ça donne et pour la complexité que ça demanderait en logistique et en organisation. Moi, je pense même que lorsqu'on vous regardez cette séquence, elle se garde des portes ouvertes, même s'il n'y avait pas de bracelet électronique. C'est-à-dire dans la mesure où elle serait dans l'hypothèse de serait qu'on ait uniquement 2 ans d'inéligibilité, elle serait éligible à l'élection présidentielle. Mais même là, en fait, elle devrait prendre une nouvelle décision qui est celle, malgré le fait qu'elle soit éligible, est-ce qu'elle serait candidate ou pas? Quand vous regardez les interventions de Marine Le Pen, notamment depuis sa condamnation, on voit bien qu'il y a eu un avant ou un après condamnation et qu'elle n'est pas aujourd'hui dans une séquence présidentielle où il n'y a pas de déplacements qui sont organisés. On ne voit pas également le parti en ordre de marche derrière elle. Il est davantage en ordre de marche derrière Jordan Bardella que derrière elle. Et on ne voit pas notamment aussi Marine Le Pen qui prend des positions qui serait dans une optique d'être candidate à l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, je pense que son avenir est suspendu à ce jugement et qu'en fonction du jugement, qu'elle soit éligible ou pas, elle fera un choix. Parce qu'il y a quand même une situation qui est compliquée. Admettons que Marine Le Pen soit condamnée même à 2 ans d'inéligibilité. Ça veut dire que pendant toute la campagne, vous aurez Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon qui vont dire on fait face à quelqu'un qui est aujourd'hui inéligible. Elle sera peut-être éligible lors du premier tour de l'élection présidentielle, mais techniquement, elle sera inéligible. Deuxième point, elle sera condamnée. Vraisemblablement, la chose la plus probable, c'est que même si on soit dans une hypothèse où elle sera condamnée à une peine qui soit réduite, elle sera quand même condamnée. Donc elle devra affronter les électeurs tout en étant condamnée. Et tout ça, ça fait un ensemble d'éléments auxquels elle doit considérer pour voir si elle est toujours la meilleure candidate pour le Rassemblement national dans l'objectif de l'élection présidentielle. Et dans toutes ces conditions, moi je pense qu'en fait, elle vient de s'ouvrir une porte qui est celle auquel on imaginait qu'en cas de réduction de la peine, elle soit candidate. Aujourd'hui, elle dit à peu près clairement, même en cas de réduction de la peine, ce n'est pas certain que je sois candidate. Et c'est d'ailleurs derrière la famille Le Pen. Là, ça veut dire que ce serait la première fois en 50 ans quasiment que ce n'est pas un Le Pen qui se présente à la présidentielle. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va normaliser en fait ce parti qui a été tenu par la famille Le Pen depuis sa création, d'abord le Front National, puis le Rassemblement national. Nous, on sort une étude dans l'optique que ce soit Jordan Bardella qui soit candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est la première fois depuis 1988 que ce ne serait pas un Le Pen, dans l'hypothèse où Marine Le Pen ne serait pas candidate, ou ce ne sera pas un Le Pen qui soit candidat. Ça pose plusieurs questions. La première question, ça veut dire en plus Marine Le Pen qui redeviendrait, elle dit militante. Oui, donc ça veut dire laisser vraiment les rênes du pouvoir du parti. Il y a plusieurs questions. La première, nous, qu'on a, c'est est-ce que les gens votent RN, FN ou ils votent Le Pen? Ça, on n'est pas sûr. À ce stade, on n'est pas sûr. Est-ce que le parti est indépendant de cette famille, du non ou pas? Ou est-ce qu'ils votent pour l'étiquette RN? Avant 2022, ils votaient davantage Le Pen que RN. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez sur les élections locales, le RN ne faisait pas des gros scores. Maintenant, c'est moins le cas depuis 2022 parce que la corrélation entre le score RN au municipal ou aux élections intermédiaires est proche du score national. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation qui est de plus en plus forte. Les gens deviennent de plus en plus RN que Le Pen. Deuxième interrogation, c'est que si Jordan Bardella dans les enquêtes d'intention de vote est plus haut que Marine Le Pen, il y a 2 questions. Est-ce que c'est sa ligne politique qui diverge ou est-ce que c'est la condamnation de Marine Le Pen qui l'a fait baisser dans les intentions de vote? Autre point qui est posé sur Jordan Bardella, s'il a un potentiel qui est plus haut dans les intentions de vote, là nous on met un bémol sur Jordan Bardella, c'est qu'il a aussi un plafond qui est plus bas. Dans la mesure où il n'a pas été candidat, la première fois, à la différence de Marine Le Pen qui a solidifié un socle électoral depuis 2012 parce qu'elle a été candidate à plusieurs reprises à l'élection présidentielle. Et autre point, c'est que les catégories populaires qui ont permis à Marine Le Pen de passer devant Zemmour la dernière fois ne sont pas forcément fidélisées à Jordan Bardella. Ils étaient fidèles à Marine Le Pen, et non pas à Jean-Marie Le Pen, mais exactement à Marine Le Pen, et pas forcément à Jordan Bardella. Donc en fait, tout ça, ils doivent le prendre en compte. Sur la campagne qu'ils vont mener maintenant, je pense que ce n'est pas une question vraiment de ligne politique, c'est une question de tonalité et de quelle stratégie électorale vous visez. Marine Le Pen, depuis qu'elle est présidente du RN, enfin du FN puis du RN, fait la tactique anti-système, c'est-à-dire clivage ni de gauche ni de droite, et on affronte le système, aujourd'hui macroniste, et éventuellement un autre. Jordan Bardella est sur une tactique plutôt d'union des droites, c'est-à-dire qu'il est là pour capter l'électorat républicain, vous en avez parlé, il prend des personnalités soit qui viennent de François Fillon, soit des anciennes personnalités de droite, d'objectif de se dire, pour gagner dans un cadre de deuxième tour, il faut les voix des républicains pour y arriver. Pourquoi? Parce qu'il fait un calcul qui est simple. Dans les enquêtes d'intention de vote, vous faites tous les scores droite nationale, extrême droite, ça pèse 40%. Retailleau à peu près à 10%. Donc il se dit, si penche l'électorat de Bruno Retailleau plus les siens, il arrive à 50%. Là où moi je mets un bémol, c'est ça, c'est est-ce que Jordan Bardella est vraiment à 35% et fera 35% alors, en mars? Justement, j'ai une question à ce sujet. William T, la guerre des droites est relancée. Je pense qu'il y a des erreurs tactiques du côté de Bruno Retailleau lorsqu'il dit qu'il peut faire sans Jean-François Copé, sans Pécresse, sans Larcher, sans... il n'a pas dit Larcher, mais sans Laurent Wauquiez. Parce qu'en fait, il a un problème, Bruno Retailleau, c'est qu'il faut qu'il lance une dynamique de campagne. Pour lancer une dynamique de campagne, soit vous imposez des thèmes, et en fait, vous faites un peu comme Nicolas Sarkozy, vous êtes capable de cliver l'opinion. Je ne pense pas que ce soit la personnalité de Bruno Retailleau de le faire.
soit vous mettez le parti en ordre de marche et vous montrez une certaine unité. C'était plus sa personnalité. Or, il échoue actuellement sur les deux. Et il est peu probable qu'il arrive à lancer une dynamique pendant l'été. Et donc, il a besoin de mettre tout le monde derrière lui. Je pense que comme ils sont dans un objectif un peu comme ce qui s'est passé avec François Fillon lors de l'épisode du Trocadéro, c'est-à-dire dans un bunker, et qu'en fait, ils ont peur des trahisons, etc., comme ce qui s'est passé à l'époque de François Fillon, ils gouvernent et ils ont un cercle de plus en plus restreint. Or, le problème, quand vous êtes dans un cercle de plus en plus restreint, c'est qu'à chaque fois que vous avez des lignes qui sont divergentes, et ben, en fait, vous avez tendance à exclure les opinions. Moi, je vais être très clair sur Bruno Retailleau. Si Laurent Wauquiez part, sa campagne est terminée. Il n'a aucune chance de... Je ne suis même pas sûr qu'il arrive à déposer sa candidature en mars prochain. Donc si Laurent Wauquiez part, il lui arrivera le même coup que Jacques Chaban-Delmas avec Valéry Giscard d'Estaing. Sa campagne sera terminée. Donc il faut absolument... Il y a des gens à ne pas perdre. Il y a Pécresse, Larcher et Wauquiez. S'il perd les trois, c'est terminé. Oui, au meeting de Bruno Retailleau, justement, on a couvert tous les deux ensemble, Fanny, effectivement, au Parc Floral, et c'est vrai qu'on se faisait la remarque de l'absence de grandes figures de droite. Exactement. William Tay, on le sait d'expérience, et dans tous les partis c'est la même chose, la division fait perdre. Ouais. Là, vu ce qui se passe en ce moment du côté de la droite, est-ce que là il y a une des figures, est-ce que Édouard Philippe, est-ce que Bruno Retailleau, bon, on a compris ce que vous en pensiez, mais est-ce que là il peut y avoir une personnalité qui permette de rassembler? C'est vrai qu'on ne voit pas le Nicolas Sarkozy de l'époque faire l'UMP. Là, on ne voit pas comment toutes ces différentes nuances dont vous parlez, Majid, qui se réunissent à un moment donné derrière un candidat. Ça peut être encore possible. Moi, j'ai l'impression que ce sera Édouard Philippe. Mon pari, c'est que ça peut rassembler largement sur le spectre parce qu'en de droite. Fait, quand vous prenez Édouard Philippe, non seulement il arrive à attirer des ministres Renaissance, qui sont étiquetés Renaissance, comme Maud Brejon et comme Mathieu Lefebvre, qui sont en Renaissance, donc du parti de Gabriel Attal, et qu'en plus, s'il arrive... C'est pas encore fait, mais s'il arrive à avoir des gens comme Jean-François Copé, Valérie Pécresse, Gérard Larcher et Laurent Wauquiez, c'est-à-dire qu'il aura fait l'union en partant du socle, de l'aile gauche de la Macronie jusqu'à l'aile droite des Républicains. Donc il arrivera à avoir un socle qui est à peu près la coalition sur laquelle gouvernait Michel Barnier, qui lui permet théoriquement d'accéder au deuxième tour. Donc actuellement, c'est lui qui a le plus de chances de le faire. Maintenant, au-delà des questions des ralliements, il faut que Édouard Philippe dévoile des thématiques de campagne qui lui permettent d'aller dans ce sens-là. Or, la difficulté qu'il a aujourd'hui, c'est qu'en fait... Pour l'instant, il arrive à émettre des propositions, mais ils n'arrivent pas à percer le mur du son et en tout cas à cliver l'opinion publique, comme arrive à le faire Mélenchon ou éventuellement une Marine Le Pen sur la climatisation. C'est ça son enjeu, Édouard Philippe. C'est non seulement d'avoir des ralliements, ça il commence à les avoir et c'est celui qui est en tête au sein du bloc central face à Attal et Retailleau qui arrive à en avoir, mais maintenant c'est instaurer une dynamique de campagne qui lui permette de montrer qu'il est capable d'engranger. Et s'il a les ralliements, s'il a une dynamique de campagne, vous inquiétez pas, et Attal et Bruno Retailleau vont le soutenir assez rapidement. Merci beaucoup William Tay d'avoir été avec nous cet après-midi.